Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. Vous suivez votre magazine Défi du moment. Pour ce numéro, nous recevons un auteur, un fonctionnaire international, Cédric Achille Mbeng Mesue. Merci de nous recevoir. Vous êtes de nationalité gabonaise. Vous avez plusieurs années d'expérience dans le secteur financier, plus particulièrement dans la construction des marchés financiers africains. Vous êtes également, je le disais, fonctionnaire international et auteur de 3 ouvrages, dont celui qui nous réunit ce soir, Financer l'Afrique, densifier les systèmes financiers locaux. Alors Cédric, tout de suite, dans votre ouvrage, vous partez d'un constat. Les États africains, pour financer leur agenda de transformation économique, ont systématiquement recours à l'aide extérieure au développement. Alors c'est la dette tout de suite pour se financer. Et pour vous, pourquoi est-ce que nos chefs d'État ou nos États africains, et surtout en Afrique subsaharienne, ont systématiquement recours à la dette extérieure pour financer leur développement? Merci pour l'opportunité. Lorsqu'on regarde les plans de développement de nos États, lorsqu'on regarde la partie financement, on constate que l'essentiel des financements sont des financements extérieurs, que ce soit la dette publique ou la dette privée. Bien sûr, il y a aussi la question de l'aide. Cela depuis le lendemain des indépendances. Mais lorsqu'on regarde les études empiriques nous montrent que la source la plus stable, la plus fiable pour transformer les économies, c'est l'épargne domestique. Et lorsqu'on regarde le crédit domestique au secteur privé dans nos États, nous sommes en moyenne à 25% en pourcentage du PIB. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'Afrique est sous-financée. L'épargne domestique n'est pas suffisamment mise au service de la production des biens et services dans nos économies. Et cela est un vrai souci parce que c'est cet indicateur qui est le plus corrélé à la réduction de la pauvreté et qui est le plus marqué pour soutenir la croissance dans nos États. Okay, vous dites que l'Afrique est sous-financée. On sait que chaque année, c'est près de 60 milliards de dollars en termes de dette extérieure pour financer le développement en Afrique. Ce n'est pas suffisant. Il y a 2 choses. C'est que lorsqu'on regarde la pertinence de la source de financement, c'est le crédit domestique qui est le plus pertinent pour booster la croissance et bien sûr pour réduire la pauvreté. Tous ces capitaux que nous recevons ne sont pas mauvais en soi. C'est bien de recourir à l'endettement extérieur, mais on doit comprendre que l'endettement extérieur ne doit être qu'un complément. Pour soutenir notre financement de manière durable, lorsque vous planifiez votre transformation sur 15-20 ans, si l'essentiel des sources de financement pour le faire dépendent des yo-yo des marchés internationaux, vous voyez bien que la réalisation de votre plan de développement va dépendre de l'extérieur et non des sources domestiques, c'est-à-dire une croissance endogène. Ok, tout à l'heure, nous reviendrons en ce qui concerne les sources domestiques pour financer l'économie africaine, mais arrêtons-nous, si vous voulez bien, sur les eurobonds. Aujourd'hui, c'est la course aux eurobonds. Les chefs d'État font des levées extraordinaires et avec succès d'ailleurs. Mais vous, dans votre livre, vous utilisez un jeu de mots, parfois inquiétant, eurobond ou eurobombe. De quoi parlez-vous? Voilà, alors il faut dire que les eurobonds, on va mettre au curseur en 1963. On peut parler du premier eurobond. De quoi s'agit-il? C'est tout simplement une dette obligataire émise dans une monnaie différente de la vôtre. Donc ça peut être en euros, ça peut être en dollars, ça peut être en yens, ça peut être en rand. Donc pendant longtemps, le marché de New York était le marché le plus prisé pour lever les fonds en dollars et le marché aussi suisse aussi était très prisé. Ensuite, en 1963, il y a eu des réformes au niveau des États-Unis et donc le marché de Londres a mis en place un système fiscal attractif qui a créé un marché offshore dollar. Et donc, la première émission du gouvernement belge sur le marché offshore dollar en 1963 peut être considérée comme le premier rebond. Alors pourquoi tout d'un coup nos États sont mis à recourir à ce type d'emprunt?
il faut repartir en 2007-2008, la crise financière internationale. Alors les banques centrales des grands pays et leurs gouvernements se sont mis autour de la table pour décider de soutenir et de redynamiser leurs économies. La Banque centrale américaine, la première, la plus importante dans le monde, a mis en place la politique de souplissement quantitatif qu'on appelle quantitative easing, qui consistait pour la Banque centrale américaine à racheter des titres de gouvernement américain. En achetant massivement ces titres, le prix de ces titres montait, donc son rendement baissait, c'est une fonction inverse, et donc le rendement devenant très faible, quasi nul, ce mécanisme faisait en sorte que les investisseurs se désintéressaient de ce genre de titres et allaient plutôt investir dans les titres du secteur privé et booster ainsi l'investissement et donc la croissance. Cherchant des rendements plus intéressants, les investisseurs ont regardé dans le monde et les pays émergents, particulièrement les pays d'Afrique, présentaient des rendements intéressants via ces types d'émissions sur les marchés internationaux. Alors, les investisseurs se sont mis à acheter ces titres et les États ont eu à recourir à ce type d'emprunt. En soi, les rebonds ne sont pas mauvais. Ce qui cause problème, c'est lorsque les projets ne sont pas bien préparés, ne sont pas bien identifiés et qu'on lève des fonds, qu'on dépose à la Banque centrale et qu'on commence à réfléchir sur l'utilisation de ces fonds. Lorsqu'on fait cela, le rebond, qui est en soi quelque chose de positif, peut devenir une bombe pour la gestion de la dette extérieure, pour la gestion des services de la dette, pour tout le pays. Et surtout que ces emprunts sont des montants importants sur une longue maturité. Et donc il faut suivre une démarche rigoureuse pour préparer les projets en amont et savoir à quel moment les eurobonds peuvent être absorbés par les projets identifiés dans le pays. Ok. Concrètement, comment faire pour éviter que les eurobonds deviennent des eurobombes? Tout à l'heure, vous parliez des démarches. Quelle est la bonne démarche? Alors, la bonne démarche, toujours, que ce soit les eurobonds, que ce soit le reste des dettes, que ce soit dette domestique ou dette extérieure, il faut d'abord identifier les projets. Lorsqu'on identifie les projets, il faut les préparer. Il faut les amener à maturité pour voir à quel moment il serait bon qu'ils absorbent les financements. Quel projet pour quel type de financement? Est-ce que ce projet nécessite qu'on lève des fonds en euros, en dollars, en monnaie locale? Il faut regarder, c'est toute la question de la structuration des projets. C'est cela qui est important. Ensuite, en parallèle, il faut une gestion active de la dette. Regarder, faire des stress tests, voir à quel niveau on peut avoir une exposition dans telle monnaie ou pas dans une quelconque monnaie. Donc il faut regarder plusieurs aspects. L'aspect maturité, sur quelle maturité on veut aller. Donc tous ces aspects, vous regardez autour de vous, toutes les sources potentielles de financement et se dire quel est l'instrument le mieux adapté pour financer tel type de projet. C'est cela. Ok. Dans votre ouvrage, Fait marquant, vous démontrez, avec exemple à l'appui, que l'Afrique dispose de ressources internes nécessaires à son développement. Alors, question, de quoi disposons-nous pour nous développer? Oui, alors, si vous prenez les flux financiers illicites, c'est-à-dire les capitaux gagnés de manière illégale sur le continent et transférés à l'extérieur, cela représente 4 fois la dette extérieure de nos États. Donc, c'est en moyenne annuelle 60 milliards de dollars. Donc, vous voyez déjà que lorsqu'on compare les capitaux qui rentrent sur l'Afrique, les capitaux qui en sortent, l'Afrique exporte plus qu'elle en reçoit. Et donc, elle est créancière nette du reste du monde. C'est pas trop fort? L'Afrique qui a besoin de flux financiers pour se développer, vous dites que l'Afrique est créancière nette du reste du monde? Oui, parce que les capitaux qui sortent de l'Afrique dépassent les capitaux que l'Afrique reçoit. Et donc, vous prenez encore un autre indicateur, les comptes offshore. L'Afrique est le continent au monde dont les résidents ont le plus de comptes à l'extérieur, en comparaison des comptes internes. Donc c'est visible, vous le trouvez sur les rapports très rigoureux, que ce soit au niveau de la BAD, que ce soit au niveau de l'Union africaine. Un rapport sur les flux financiers illicites a été fait par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Vous avez le professeur de Massachusetts, Léonce Dikumana, qui a préfacé mon livre, qui a aussi fait plusieurs publications dessus. Donc, ces chiffres existent. Et là encore, nous sommes conservateurs parce que ça a été fait sur un certain échantillon de pays. Mais si on faisait ce travail sur l'ensemble des pays, ce sera encore des ressources plus importantes. Mais au-delà des flux financiers illicites, nous avons, depuis la fin des années 90, vu beaucoup de pays initier des réformes sur leur système de retraite. Et aujourd'hui, nous avons plus de 400 milliards de dollars rien que sur les fonds de pension.
à travers le continent. L'essentiel se trouve en Afrique du Sud. D'autres pays ont fait ces réformes, comme en Namibie, comme au Botswana, comme au Kenya, comme au Ghana, comme au Nigeria. Le Nigeria a initié ces réformes autour de 2003-2004, avec une croissance de 30% par an. Nous sommes entre 27 et 30 milliards de dollars pour ce type de ressources au Nigeria. Ce sont des ressources longues. Vous avez l'industrie de la gestion d'actifs, qui représente environ 600 milliards de dollars. Les projections pour 2020, c'est plus de 1000 milliards de dollars. Donc, ce qu'il faut regarder sur le continent, c'est le upside. Nous sommes une population jeune, à 60%. Nous allons avoir accumulé pendant au moins 30 ans, avec des jeunes actifs, nous allons devoir accumuler des ressources sans avoir la pression des économies matures qui, avec le vieillissement de la population, doivent payer. Nous allons avoir 30 ans au moins où nous allons être en mesure de continuer à collecter de l'épargne. Donc, si nous mettons les réformes aujourd'hui, nous pouvons être le réservoir d'épargne dans le monde pour ce 21e siècle. Alors, vous insistez là-dessus, collecter l'épargne interne et vous donnez des solutions. Vous voulez qu'on officialise les tontines africaines, c'est pas trop fort. Voici un système de mobilisation d'épargne dans l'informel et vous vous demandez qu'on institutionnalise cela. Alors, dans cette forme, il faut comprendre. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les taux d'épargne sur le continent, en moyenne, nous sommes à moins de 20%. Je parle toujours de moyenne, c'est bien différent en Afrique du Sud, c'est bien différent en Afrique du Nord. Mais lorsque vous regardez, en moyenne, nous sommes à moins de 20%. Mais lorsque vous regardez les consommateurs sur le continent, les ménages, ces ménages épargnent. Ce n'est pas parce que cet argent ne se trouve pas nécessairement dans les banques, mais ces ménages épargnent sous d'autres formes. Parce que nos systèmes financiers, pour la plupart, sont défaillants. Donc, lorsque les gens travaillent et prennent cet argent, le mettent dans des tontines ou dans d'autres formes d'épargne, cela représente une manne financière intéressante et importante qui finance l'économie réelle. Tout ce que vous voyez comme commerce dans les rues d'Abidjan, dans d'autres grandes capitales, très souvent, c'est financé par ces formes de ce source de financement. Donc la question... Donc, un chauffeur de taxi à Abidjan, du Waro, qui finance les taxis communaux, c'est avec l'argent de la tontine. C'est très souvent avec ce type d'argent. On ne voit pas cela au niveau des crédits, mais on le voit au niveau de l'informel avec ce type de financement. Donc c'est nous, les financiers, et aussi les décideurs, de réfléchir sur cette question et de regarder comment aider ce système-là à rentrer dans le financement de l'économie formelle. Comment inciter ceux qui pratiquent cela parce que le système financier est défaillant, comment aider à améliorer nos systèmes financiers pour faire en sorte que cette masse d'argent qui est importante dans toutes les capitales africaines, dans tous les pays, dans tous les pays où se trouve une diaspora africaine, pour que ce style de ressources deviennent, comme dans d'autres pays, des fonds d'investissement qui peuvent aider à financer l'économie réelle. D'accord. Donc, mieux utiliser les tontines, les structurer, mais aussi utiliser les fonds de retraite. Mais là, en ce qui concerne les fonds de retraite, est-ce qu'il ne faille pas faire des réformes avant? Oui, bien sûr. Alors, si vous prenez tous les pays que je viens de citer, Afrique australe et quelques pays d'Afrique de l'Ouest, beaucoup de réformes ont commencé fin des années 2000. Et cela, on voit les résultats. Une manière de continuer à approfondir nos systèmes financiers, et donc dans des pays comme beaucoup de pays francophones, c'est de regarder cette question des retraites. Faire en sorte qu'elles soient gérées différemment, adopter des formes modernes et donner à des professionnels de gérer ces retraites-là. Comme cela, on pourra lever plus de capitaux, former de l'épargne, faire en sorte que ces ressources-là servent au financement du développement. Ok, donc quand on voit et densifier le système financier local, vous faites là appel aux banques centrales, vous demandez que les banques centrales voient leur agenda changer. De quoi parlez-vous? Faut-il changer l'agenda de nos banques centrales? Nos banques centrales ne sont-elles pas adaptées? Alors, il y a une chose qui est importante, c'est j'ai regardé le travail des banques centrales sur 300 ans. Lorsque vous regardez, bien sûr, les banques centrales, au départ, beaucoup étaient des banques commerciales auxquelles les gouvernements avaient accordé quelques privilèges. Mais de tout temps, la première mission des banques centrales a toujours été de financer le gouvernement à des taux favorables. Et bien sûr, avec l'autre objectif qui est la stabilité des prix. Cela est bien en soi. Mais lorsque vous regardez l'histoire de tous les pays aujourd'hui développés, à chaque fois qu'ils sont retrouvés devant un certain nombre de challenges, les banques centrales et les gouvernements se sont retrouvés autour d'une table pour contribuer au financement du développement. Vous prenez la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous prenez les grandes banques centrales des pays
industrialisées aujourd'hui, ces banques centrales ont contribué au financement de l'économie. Bien sûr, il y avait le modèle anglo-saxon qui consiste à passer par le système financier, dont une méthode indirecte pour soutenir l'activité, mais le système de la France, de l'Allemagne et d'autres pays était aussi celui-là de rentrer directement dans certaines activités qui touchent à l'économie réelle. Donc ce que nous demandons aux banques centrales africaines, ce n'est pas d'imprimer des billets et les distribuer. C'est de se dire, nous sommes dans un continent qui a des challenges en termes d'industrialisation, qui a des ressources en termes de crédits qui sont très faibles dans le système formel, qui n'a pas de crédit hypothécaire dans beaucoup de pays, qui a beaucoup de challenges en termes de financement long des infrastructures. Qu'est-ce que la Banque centrale peut faire avec des gouvernements pour soutenir cela? Nous voyons déjà ce rôle de leadership au niveau du Nigeria. La Banque centrale du Nigeria joue un rôle très actif dans le financement de l'économie nigériane. On voit cela en Éthiopie, on voit cela en Ouganda, on voit cela hors d'Afrique avec la Corée, où la Banque centrale l'année dernière a mis 9,5 milliards de dollars dans le Woon Fund pour soutenir l'industrie du transport maritime. Donc c'est ce type d'action que nous attendons des gouvernements. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de se retrouver dans des pays où nous avons tous ces défis et qu'une banque centrale dise « je ne m'occupe pas de la production, je m'occupe uniquement de voir si l'inflation ne dépasse pas 2%, et en sachant que cette inflation est fabriquée ailleurs. Parce que des économies extraverties tirées par le monde extérieur, l'inflation est très souvent importée. D'accord. Notre entretien tire à sa fin. Si vous étiez devant des chefs d'État africains, que leur diriez-vous? Arrêtez de vous endetter à l'extérieur, regardez plutôt votre épargne domestique, et donc plus d'aide publique au développement, stop, l'Afrique peut se développer tout seul. Alors, ce que je dirais, c'est que nous sommes 1,2 milliard d'habitants. 40% de notre population n'a pas accès à l'eau potable. 60% de notre population n'a pas accès à l'assainissement. 70% de notre population n'a pas accès à l'électricité. Nous voyons nos frères, nos sœurs, nos enfants mourir à la Méditerranée. Cela nous touche, ça touche notre dignité lorsqu'on connaît l'histoire de ce continent. Nous allons passer à 2,5 milliards d'ici 30 ans. La pression est très forte. Il faut que nous trouvions des solutions ensemble. Et il n'est pas possible que l'Afrique soit le continent du 21e siècle si nous ne sommes pas capables de créer de l'épargne formelle, la mobiliser pour financer l'économie réelle sur différentes maturités. Ce n'est qu'à cette condition que le rêve des pères fondateurs peut effectivement devenir une réalité. Si nous ne faisons pas cela, nous allons voir sur les années qui viennent beaucoup de révoltes, nous allons voir une pression sociale, et même l'Europe ne sera pas à l'abri parce que personne ne peut être à l'abri d'un tsunami immigratoire qui viendra d'une Afrique qui a 2 milliards de pauvres. Ce n'est pas possible. Je vous remercie. Merci. Comme je le disais, notre entretien tire à sa fin. Alors, Cédric Achille, est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier message que vous voulez laisser aux Africains? Alors, le mot central, c'est de dire que nous avons beaucoup de potentiel. Les capitaux disponibles sur le continent sont importants, mais nous avons des systèmes financiers défaillants. Nous devons tous travailler avec humilité pour construire nos systèmes financiers, pour être capables de financer pendant une longue période notre croissance. Mais nous devons le faire sachant que les capitaux extérieurs sont importants, mais ils doivent être des compléments. Nul ne peut rester debout continuellement en comptant sur l'amitié et l'argent de son meilleur ami. Donc c'est à nous de faire cet effort. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Cédric. Nous rappelons que nous étions avec Cédric Achille Mbengue-Mesue. Il est un fonctionnaire international et il a aidé beaucoup d'États africains à structurer leur marché. Et avec lui, nous parlions de son ouvrage « Financer l'Afrique, densifier les systèmes financiers locaux » et vous l'aurez compris, en un mot, l'Afrique dispose de moyens à l'interne pour s'autofinancer. Ou si l'Afrique désire recourir à l'aide publique au développement, il faut procéder à une démarche afin que cette aide puisse atteindre l'objectif escompté. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et restez sur Business 24 Africa.